Bonjour, voici votre émission Aime l'été en ce jeudi 22 août. Je vous invite à vous joindre à nous pour la prochaine heure. Nous serons en excellente compagnie. Dans un premier temps, on va s'intéresser à un documentaire qui nous plonge dans l'univers d'une maman quadraplégique avec qui nous allons discuter, mais on va aussi s'entretenir avec la réalisatrice de ce magnifique projet qui témoigne d'un appétit de vivre hors du commun. Et oui, on va parler de ce documentaire en même temps. Également, une plateforme numérique pour les amoureux de la musique qui est devenue un média de référence ouvert à tous les genres musicaux, à tous les styles et à toutes les sensibilités. Et enfin, on accueille la chroniqueuse et recherchiste de Canal M, Catherine Bourderon, qui partage ses lectures autour de la solitude. Bienvenue à Aime l'été. Et oui, après nous avoir parlé d'amitié la semaine dernière, on va retrouver de nouveau Catherine Bourderon qui va aborder cette fois le sujet de la solitude au féminin. Elle s'inspire notamment du livre de Louise Portal, Solitude, ces femmes que j'aime, paru en 2019. Aussi le chroniqueur musical et auteur Alain Brunet, qui sera des nôtres. Il est sans doute le plus polyvalent des observateurs musicaux des dernières décennies. Il va nous parler notamment de sa plateforme numérique Panem 360. Mais d'abord, on va passer la prochaine demi-heure avec Solène Démétré, première femme quadraplégique à accoucher au CHU Sainte-Justine, qui est aussi lumineuse que déterminée. Et on va accueillir aussi par la même occasion Annie Leclerc qui a réalisé ce documentaire profondément humain sur Solène intitulé Les eaux calmes, présenté aujourd'hui même au Festival des Perséiers dans Gaspésie. Voilà, c'est Aime l'été. Et oui, Aime l'été. Et puis, il y a Nathalie Barrette qui n'est pas avec moi en studio. Ce sera partie remise, bien entendu, partie remise pour demain. Alors, on va recevoir tout de suite Solène Démétré et Annie Leclerc pour parler du film Les eaux calmes, ce documentaire qui est présenté en première mondiale, je pense aujourd'hui même. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien ça, je ne me trompe pas, c'est bien présenté aujourd'hui? Exactement, oui, dans Bon. quelques heures. D'accord, c'est parce que en le disant, on a toujours un petit doute. Là, j'ai dit non, je pense que c'est tout à fait, c'est le grand lancement de ce documentaire au Festival Les Perséiers dans Gaspésie. Est-ce que vous y êtes? Oui, on est sur Oui, place on est à sur Percé en ce place. moment. Bien, alors c'est parfait. Puis évidemment, vous vous imprégnez de cette ambiance, un beau festival en passant, hein? Oui, un très beau festival, vraiment très, très, très chaleureux, très Oui. cinéphile aussi. Exactement. Alors, on va parler, oui, de ce film que l'on va voir en première mondiale aujourd'hui même. Mais enfin, et puis c'est sûr que là, j'imagine, vous allez vous promener après ça aussi de festival en festival, je suppose. Il y a certainement tout un agenda qui va suivre. Mais bon, on va parler à Solène. Bonjour, Solène. Hey, bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. Oui, c'est ça. Il faut dire que là, je vais établir tout de suite que, bon, je vais te tutoyer. Enfin, je connais ton histoire depuis quand même longtemps parce que l'auteur du livre Plonge avec moi qui est ta tante et c'est une grande amie à moi. Alors, ça fait déjà longtemps, bien avant qu'elle travaille sur ce récit. Enfin, je connaissais ton histoire. Alors, et puis, on s'est déjà rencontrés, bien sûr, notamment au lancement du livre. Hein. Et Annie Leclerc, je sais que vous êtes quelqu'un qui fait du documentaire aussi, à la fois très engagé, très humain aussi avec, on parlera, si on a le temps, on pourra en parler d'autres projets que vous avez faits, là. Mais en tout cas, celui-là a commencé il y a quand même déjà très longtemps. Ça fait quand même plusieurs années là, que vous travaillez sur ce projet avec Solène. Oui, absolument. Là, si on compte la recherche, toute la production, les tournages, puis la finition du film, ça fait quand même 13 belles années. Eh là là. Et oui, c'est ça, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et en fait, Solène, bon, d'abord, juste situer votre histoire, là. À l'âge de 15 ans, vous avez fait un plongeon dans la piscine familiale. En fait, c'était une piscine hors terre et vous avez eu la mauvaise idée, façon de parler, de plonger. Et c'est ça, il y a eu rupture au niveau de la moelle épinière et finalement, vous êtes quadraplégique depuis ce temps-là. Oui, exactement, à l'âge de 15 ans, oui. Alors, ça a été évidemment, vous avez perdu conscience à ce moment-là, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital et puis va s'en suivre évidemment
des mois des mois de souffrance, il faut le dire, là. Des mois de souffrance, de réadaptation, évidemment, de réapprendre à vivre. Oui, ça a été toute une épreuve. Alors, c'est sûr de passer de la jeunesse. Vous avez quand même réussi dans votre adolescence, fin de l'adolescence, jeune adulte. Vous aviez quand même des amis que vous avez d'ailleurs gardés encore à ce jour-là. Et vous avez réussi à faire quand même une vie, malgré tout, là, de pouvoir sortir avec vos amis. Je sais que, vous deviez quand même, on devait vous porter vous ne pouviez pas du tout bouger, là. C'est-à-dire qu'on vous porte pour aller au lit, tout simplement. C'est à ce Oui, point-là. c'est sûr qu'au départ, je ne bougeais pas du tout les bras non plus. Au fil du temps de la réadaptation, mes bras ont recommencé à fonctionner, mais c'est sûr qu'au quotidien, l'aide est tout le temps là, est tout le temps présente avec moi, oui. Oui. Vous avez eu, bien sûr, non seulement une belle équipe médicale qui vous a appuyé là-dedans, mais bien sûr aussi votre famille qui a été très, très importante. Au cœur de ma réadaptation, je vous dirais que c'est 50% de la réussite de mon parcours, là, ça c'est certain. Oui, alors ça a été dure épreuve. D'ailleurs, j'invite les gens à lire Plonge avec moi parce que c'est vraiment tout ce parcours assez difficile. Mais à la fois, comme disait Claire, l'auteur, vous avez partagé des moments quand même de rire. Vous êtes une fille extrêmement positive, lumineuse, et à travers toute cette épreuve, vous avez réussi quand même finalement à passer quand même du temps de qualité, même avec avec vos proches. Et puis, Claire en parle bien sûr dans le livre. Vous avez développé une belle complicité. C'est-à-dire qu'avant, elle était votre tante, mais là, elle était devenue votre amie soudainement. Oui, toute ma famille, en fait, même ici à Percé en ce moment, j'ai 17 personnes qui m'accompagnent là, pour la première du film, de famille et des amis aussi également. Donc, c'est tout un entourage extraordinaire Alors de là, que j'ai avec moi. ouais, c'est ça, de là, vous puisez votre force. Et puis votre mère aussi, qui a été là-dedans aussi très forte. Là. Vraiment, ça a été, imaginez, vous êtes vous-même devenue maman. Alors, dans le cœur d'une mère, de voir sa fille dans la situation où vous étiez, c'était quelque chose. Hein? Ah, c'est sûr et certain. Ouais. Ça a dû être... mes filles ont une grippe des fois, puis je me dis, oh mon doux. Et donc, puis, j'imagine pas ce qu'elle a dû passer. Oui, puis vous aviez vraiment une détermination incroyable. Finalement, je suis passée du tu au vous, finalement. On va rester comme ça. Et puis, mais cette force de caractère, puis en fait, ce que vous livrez comme message, c'est que l'on cesse de dire non, c'est-à-dire que de toujours dire, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas, c'est impossible. Parfois, il y a des gens qui, en quelque sorte, vous ramenaient un peu vers le bas, mais vous pensiez vraiment toujours aller de l'avant. Effectivement, oui. J'aime trop la vie pour l'abandonner. Oui. Et puis, Annie, vous avez été témoin de cette force-là de caractère qu'elle avait. Oui, absolument. Moi, j'ai rencontré Solène 13 années, dans le fond, après l'accident, et c'est là que j'ai eu l'envie de la suivre. Donc, j'étais carrément magnétisée par son état d'esprit. J'étais curieuse de voir, c'est sûr, comment elle allait se débrouiller avec ses enfants. Sa première fille, en fait, qui avait 9 mois quand on a commencé les tournages, mais je pensais pas que ça durerait sur une dizaine d'années. Mais j'ai vraiment, vraiment vu l'évolution, la transformation de Solène à travers ça, cette expérience-là de la maternité. Et comme elle le dit dans le film, c'est le plus beau rôle de sa vie. Exactement. Et puis, comment s'est fait la rencontre? Un pur hasard? Non, pas du tout. En fait, moi, j'étais réalisatrice. Je le suis toujours. Oui, vous êtes effectivement documentariste, mais je veux dire, vous êtes monteuse également. Vous êtes dans le métier depuis une quinzaine d'années, là, au moins. Ah oui, au moins 18 ans aussi au montage de documentaires surtout. Mais j'ai rencontré Solène en 2010 alors que je réalisais une série sur les naissances à Canal Vie. Et donc, on a fait un épisode avec Solène et j'étais vraiment bulldozée par sa prise de risque, là, vraiment. Et donc, on a fait son épisode, puis la série, chaque épisode, c'était 3 jours de tournage, puis c'était assez bref, là. Ça s'arrêtait au moment où le personnage accouchait, donc on avait comme quelques jours après l'accouchement de Solène, on allait la retrouver pour faire ce dernier tournage. Et c'est là que j'ai vraiment eu envie de la suivre. Et puis Solène est embarquée là-dedans.
Elle était pas sûre, hein, Solène, tu peux peut-être le dire. Elle était pas sûre pourquoi ça serait intéressant. Mais moi, j'étais là, ben là, Oui. oui. Ben en fait, je trouvais mon histoire assez banale, un peu comme les autres. Je suis une femme qui a des enfants, donc pourquoi ça serait intéressant de suivre tout ça? Puis c'est en discutant avec Annie et surtout avec ma sœur dans le fond, c'est ma sœur qui m'a incité à m'inscrire à l'émission de Canal Vie pour montrer aux gens que peu importe la condition, tu veux des enfants, il y a un moyen d'y arriver, que ce soit par n'importe quel moyen, d'accéder à ce, ce rêve-là, pour moi, c'était tellement grand. Puis je me suis dit, bon, c'est vrai que pour montrer l'exemple que c'est possible de le faire malgré ce que les gens peuvent dire ou malgré ce que les gens peuvent penser, ben c'est possible de le faire. Donc pour moi, c'était le message que je voulais apporter aussi là, également en faisant partie de ce beau projet. Exactement. Puis, en fait, déjà, votre tante, l'autrice Claire Cook, là, qui avait déjà fait des Mhm. œuvres. En fait, elle était dans le polar, là, mais elle a vraiment quitté le polar pour vraiment se concentrer sur le récit au jeu, parce qu'elle vous donne finalement un peu la parole, là, en quelque sorte, dans ce livre-là. Mais je veux dire, elle vous a convaincu déjà aussi que votre histoire était intéressante, qu'elle valait la peine. Et puis, mais après ça, vous avez quand même fait des conférences, vous en avez donné, Mhm. on vous a vu à la télé, vous avez quand même partagé votre histoire ici et là. Et arrive ce projet, évidemment, de documentaire qui voit le jour aujourd'hui. Et vraiment, c'est quelque chose de très touchant en passant. Oui, j'ai regardé Merci. le documentaire et c'est vraiment... Ah D'ailleurs, oui. c'est très, très beau, hein, parce que d'abord, ça s'ouvre avec... ben, vous êtes dans une classe, vous partagez, justement, vous racontez votre Mhm. histoire. Et après ça, on va vous voir aussi... en fait, ça commence par la piscine qui se construit. Vous avez fait construire une piscine, donc il y a toute une symbolique là-dedans aussi, hein? Oui, la symbolique de l'eau est présente, c'est sûr, les eaux calmes. Le titre est parfait, je trouve, pour imager l'espèce de d'ambiance qui tourne autour du film. Annie a conduit ce projet-là autour de l'eau qui est la base de la vie, dans le fond. Puis je trouve que ça englobe parfaitement l'image qu'on veut apporter au film, là. Ouais, puis la piscine qui représente évidemment quelque Mhm. chose qui a changé votre vie à un moment, qui a Oui, changé le parcours, en fait, qui a changé votre parcours de vie malgré vous, mais en fait, maintenant, c'est votre vie, et puis c'est ça aussi, il n'y a pas de regret à ça, c'est vraiment, c'est tout, c'est arrivé, et puis on passe finalement à autre chose, évidemment, même s'il y a beaucoup d'années, comme on l'a dit, de souffrance derrière ça, mais alors, Mhm. c'est vraiment, il y a de très belles scènes là-dedans. Et puis, ben, bien sûr, c'est qu'en fait, vous allez rencontrer aussi votre amoureux à un moment donné, un jour, Mhm. en fait, je pense sur des plateformes de rencontres. Et Mhm. ben, il s'est intéressé à votre cas. Oui. Et Ben, en fait, c'est que il s'était intéressé à la personne à que la je personne que suis. vous étiez, exact. Mhm. Ouais. Mhm. Alors ça a été vraiment, bon, là, alors c'est l'amour de votre vie. Il est là, bien sûr, dans votre vie quotidiennement pour vous épauler là-dedans, mais c'est vraiment, c'est à la fois plus c'est une complicité, mais on sent vraiment quelque chose encore de plus, c'est beau de vous voir les deux, là, comme ça, dans le Merci. documentaire. Ouais. Ben, je pense qu'on se complète bien, on complémente un et l'autre notre rôle de parents, d'amoureux, d'amoureuses et Ouais. tout, là. Donc, je pense qu'on se complète bien, oui. Et il y avait d'ailleurs, quand vous étiez jeune, vous aviez ce désir d'être maman et c'est ça qui vous Mhm. préoccupait beaucoup, même ben, suite à votre accident, même si vous étiez jeune, vous y pensiez à ça, est-ce que je pourrais un jour avoir des enfants? Et ben, Mhm. c'est ça que vous avez décidé de faire et vous avez été la première femme quadraplégique à accoucher au CHU Sainte-Justine, c'est pas rien. Mhm. Quand même, oui, c'est pas rien. Puis, je me sens tellement chanceuse d'avoir eu une équipe médicale comme celle que j'ai vécue parce que même eux, là, c'est une première aussi. Donc, j'ai été tellement bien accompagnée. Moi, j'en voulais un deuxième, mais j'aurais voulu un troisième enfant aussi, mais sauf que deux, on s'est dit que la famille était bien complète. Ah oui. Et puis, alors, dans le documentaire, on vous voit, bien sûr, avec vos enfants Mhm. interagir. Ça les a rendus très autonomes, jeunes, d'ailleurs, parce qu'on voit que vous devez leur faire des petites tâches, comme Mhm. monter sur un petit banc pour ouvrir l'eau du robinet, des petites choses que peut-être que vos enfants n'auraient pas fait si jeunes.
Peut-être, mais en même temps, nous, mon mari et moi, on a un caractère très autonome, tu sais. Donc, moi, c'est important dans la vie en général d'avoir une autonomie puis une débrouillardise. Et ce qui est le fun avec mon mari, c'est qu'il a la même ligne de pensée. Donc, pour nous, l'autonomie, que ce soit un fauteuil à cause de mon fauteuil ou pas, je pense qu'on aurait fait la même chose, tu sais. Oui. Peut-être différemment, sûrement. Si ça a apporté un point positif avec tout ça, tant mieux. Mais on est fondamentalement indépendants et un et l'autre, et c'est ce qu'on voulait montrer à nos enfants aussi. Tu sais. Oui. Alors, c'est ça. On vous voit donc dans votre quotidien. Et Annie, bon, comment ça se passait généralement, vos sessions, là, comme telles, de tournage? Ah mon Dieu, ben, quand on arrivait chez Solène, on suivait tout simplement le cours des choses. Moi, j'étais pas là pour manipuler l'action, mais bien pour saisir, pour un peu m'effacer dans son quotidien, parce qu'on voulait vraiment être au plus intime, puis au plus authentique. Donc, pour moi, c'était important que l'action se vive sans trop, justement, l'embellir, par exemple, ou la manipuler. Donc, ça, c'était très, très important. Ouais. Oui, et puis en fait, c'est ça, vous avez fait de belles images, notamment, ben, il y a un voyage de pêche aussi que vous avez fait, Oui. et ça, c'est parce qu'en fait, vous réalisiez, ben, finalement, c'est dans vos souvenirs d'enfance, vous vouliez revivre Mhm. ces moments que vous avez passés en famille au moment où vous alliez à la pêche. Oui, en fait, moi, mes meilleurs souvenirs d'enfance et d'adolescence, c'était les voyages de pêche en famille. Puis quand l'accident est arrivé, ben c'est pas une activité qui était facilement praticable avec les adaptations, trouver une pourvoirie qui est adaptée, accessible et tout. Mais c'est sûr qu'avec mon mari, là, avec les bras et l'aide qu'il peut nous apporter, on a voulu refaire ça et on a eu la chance exceptionnelle de pouvoir le faire. Et quand on dit l'état brut et naturel, je pense que dans le film, c'est exactement ça. Toute la famille, on est là. On est au naturel, on est ensemble, on rit, on pleure. Il y a plein de beaux moments comme ça là, qui s'est passé, qui a été capté, puis wow. C'est ça, Mais donc, je pense aussi, ouais. Annie, pardon, oui, bien sûr, non, non, oui, j'allais vous poser justement, continuer, ouais, exactement, oui, c'est ou- bien. oui, je pense, je voulais juste rajouter que aussi la magie de ce qui s'est passé en tournage, c'est beaucoup sur le temps. La famille nous connaissait bien, donc ils étaient à l'aise et c'est comme si on n'existait plus. Et Mhm. donc, ça l'a permis, ça aussi, cette intimité-là, cette ouverture, puis les barrières tombaient aussi. Voilà. Mais Annie, vous n'en étiez pas à votre premier projet dans cette, en fait, dans cette veine-là, dans le sens que vous avez déjà posé votre caméra devant, enfin, d'autres personnes en situation de handicap. Là, vous Mhm. aviez d'autres projets comme le court-métrage Enraciné, notamment, qui a été en compétition aussi à Cannes. Oui, en fait, pas au Festival de Cannes directement, mais dans un festival en parallèle au Festival de Oui, Cannes. exactement, dans le diversité, Oui, là, ouais. exactement, Diversity in Cannes, tout à fait, qui a d'ailleurs remporté le prix du public. Tout à fait, oui. Oui, enraciné, c'est parce qu'en fait, si on peut le dire, c'est qu'il y a 13 ans, quand j'ai débuté la recherche et tout, bon, peut-être 3 années plus tard, à travers cette recherche-là, je me suis intéressée vraiment à la maternité chez les femmes vivant avec un handicap parce que je voulais faire un long métrage avec 3 personnages. Et finalement, au fil du temps, je me suis rendu compte que ces 3 femmes-là extraordinaires que j'ai trouvées, euh, leur récit n'était pas à leur meilleur si je les entremêlais. C'est comme si on perdait peut-être un peu de la force de chacune Mhm. des histoires. Alors, le temps me servit. Donc, j'ai fait ce premier petit film avec Marie-Hélène Bellavance, qui est une artiste en art, en danse et en art visuel. Oui, Et de oui, Corpuscule Danse, d'ailleurs. Oui, c'est la exactement. directrice artistique, je pense. Oui. La co-directrice La artistique, co-directrice, c'est exactement. vrai, parce que j'ai reçu le co-directeur cette semaine. Ah Alors, mais oui, on en a oui! parlé oui, Mhm. effectivement, L'enraciné. Ouais. en fait, de cette école de danse et cette, oui, cette Ah, maison c'est de danse, oui. magnifique.
Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, il y avait ce film, ce petit film, mais il va y avoir une suite à ça, je dois le dire, là, parce que c'est comme une mise en bouche, le 7 minutes, mais j'ai autre chose à vous montrer. Et donc, là, il y a eu le film de Solène qui est enfin complété, Les eaux Mhm. calmes. Et il y en a un troisième je vais mettre en branle aussi prochainement. Ouais. Il y a eu Les Affranchis, c'est ça aussi, en 2021, je pense, hein? Ben, Les Affranchis, c'est que c'était le nom du projet avec Ah, les trois c'est ça. Ah, personnages. d'accord, oui. Voilà. Alors, je comprends. Alors, donc, c'est vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Et puis, à travers ça, ben, on voit évidemment des femmes extrêmement, ben, à la fois lumineuses, résilientes aussi. Mais finalement, comment vous avez réussi, Solène, à convaincre les médecins, là? Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière par rapport à la maternité? Non, vraiment, il y a eu personne à convaincre. C'est moi avec moi-même que je me suis dit que j'étais capable d'être maman. Mais dès que j'ai annoncé la grossesse, le CHU Sainte-Justine m'a pris en charge, puis avec des médecins d'une compétence extraordinaire. J'ai mon urologue, docteur Barrieras, qui a assisté aussi à l'accouchement pour que ce soit certain que tout se passe bien, parce que j'ai eu plusieurs opérations là, dans mon ventre. Alors, c'était compliqué, là. Mais toute l'équipe m'a accueilli à bras ouverts. Il n'y a pas eu de préjugés. Non, vraiment, là, tout le monde était vraiment, vraiment content de m'accueillir là, Ouais. dans Parce ce qu'en fait, projet. les gens s'inquiétaient pour l'après, j'imagine, c'est ça? Ah ben c'est sûr que oui, là, c'est sûr, mais avec mon mari, il n'y a pas eu on n'a pas eu d'embûche là, par rapport à tout ça, là. Ça a été quand même relativement simple. C'est plus les gens autour, là, tu sais, qui sont pas dans notre vie, qui sont pas dans le corps médical non plus. C'est plus là les préjugés, les jugements, mais tu sais, nous on vit notre vie, puis ça va super bien, là. Ben, pour vous voir évoluer, effectivement, oui, d'ailleurs, vous avez très jeune même voyagé, je pense, avec votre Mhm. famille, hein, vous vous disiez, ben, moi, je veux voyager, vous avez réussi à le faire. Mais tu sais, ça demande, c'est ça, de l'organisation. Bien sûr, vous avez Mhm. développé des trucs avec le temps, parce que vous, en fait, vous avez vos bras, mais en fait, vos doigts, c'est vos doigts qui ne bougent pas, hein, c'est ça? Exactement, oui. Alors, ça amène, mais vous avez développé une façon aussi, bon, vous changez les couches, mais Oui. finalement, ça prenait juste plus de temps, c'est tout. Exactement. Moi, j'étais maman à la maison. C'est un choix avec mon mari qu'on a pris ensemble, là, on a fait le choix que je sois maman à la maison. Donc, pour moi, que ça prenne plus de temps ou pas, on faisait des jeux ensemble avec les enfants. Donc, que ça prenne du temps ou pas, pour moi, c'était pas grave. Et ça a pris aussi beaucoup de patience de la part de mes enfants, mais tout s'apprend dans la vie et tout s'inculque aussi. Donc, c'est des valeurs qu'on a inculquées aux enfants qui les suivent encore aujourd'hui. Exactement. Et le film, là, quel est l'agenda pour le film? Mhm. En fait, oui, après les Perséides, en octobre, on va aller en France avec Solène pour accompagner le film au Festival du film social en France. Et le film va être présenté du 7 au 8 octobre dans 23 villes différentes en France. Donc, on est vraiment très, très heureuse de ça. Et Hmm. donc, nous, on va assister à un maximum de projections là-bas. Et puis ensuite, il va y avoir une tournée de ciné-conférence au Québec. On est distribué avec l'équipe de Maison Catière et donc on va monter un calendrier pour se promener un peu partout au Québec à partir de l'automne. Pas juste à l'automne, mais à partir de l'automne. Et ensuite de ça, et bien sûr, il va être présenté là, à la télévision plus tard, là, Radio-Canada, Ami Télé. Donc, une belle vie en perspective pour le film. Mais pour nous, c'est très, très, très important les ciné-rencontres parce que on veut, avec Solène, aller à la rencontre du public, partager cette belle expérience avec tout le monde. Parce que c'est pas juste un film pour la communauté des personnes en situation de handicap, mais Non, c'est aussi vrai. un film pour tout le monde. Ouais. Oui, tout à fait. Et Solène, alors j'imagine beaucoup d'émotions pour aujourd'hui. Oui, en grande première, avec les enfants, la famille. J'ai hâte de voir tout ça monter final. Tu sais, c'est sûr que nous, on a eu une projection privée. On a eu la chance de le voir, mais pas tout à fait fini. Donc, ça va être un bel événement, je pense. Oui, et j'imagine que ta maman va être Oui, grandement émue. Est-ce qu'elle a eu l'occasion d'en voir un petit bout ou ça va être une première? un petit bout, oui, Oui, elle mais l'a vu un peu, oui. oui. Mais j'imagine Mhm. que comme ça, de le voir en festival, là, ça va être toute
Toute une expérience, bien sûr. Alors vraiment, on plonge dans ton intimité et c'est vraiment très beau en fait, de te voir à travers ça, effectivement, lumineuse, positive, cette joie de vivre, cette soif de vivre aussi. Et puis, comme je disais, toute cette symbolique autour de la piscine, parce qu'à un moment donné, on te voit, non seulement on voit la piscine se construire, mais on va la voir terminer, on va te voir dans la piscine aussi avec ta famille. Ça aussi, ça a dû être une grande émotion, hein? Oui, la première fois surtout, là, oui, absolument, mais je me sentais tellement libre, je me sentais bien, je me sentais flotter tout simplement. C'est vraiment un état d'apesanteur que je sens pas dans mon corps, dans mon fauteuil. Donc, pour moi, être dans l'eau, c'est libérateur. Tout à fait. Annie, aussi, la musique, parlons-en quand même avant de se quitter. Là. La musique est quand même un personnage en soi, en fait, oui, un peu en quelque sorte. Ben, en fait, la musique, c'est le compositeur Luc Saint-Pierre, un collaborateur chouchou que je Oui, dirais. Donc, ben, Luc, en fait, c'est justement, il voulait pas trop que la musique devienne un personnage. Dans nos discussions, Luc, ce qu'il disait, c'est le récit est tellement prenant, tellement bouleversant que je dois l'accompagner, je dois le commenter plutôt que de vouloir le dicter. Tu sais, appuyer, c'est ça. c'est vraiment, exactement, c'est vraiment l'histoire de Solène qui a dicté la composition. Et donc, voilà. Mais oui, Luc est d'un très grand talent. Oui, alors c'est vraiment, vous avez travaillé à la fois, justement un peu comme Solène, dans la lenteur en quelque sorte, dans l'observation, Oui, et vous êtes allé chercher l'essence même de cette femme tout qui est à devant fait, tout nous. à Ouais. fait. Oui, puis j'ai travaillé aussi avec Catherine Giguère, qui est une directrice photo extraordinaire avec qui je collabore beaucoup sur de nombreux projets. Catherine, il y a une poésie dans ses images. On se comprend sans se parler. Quand je travaille avec ces images, c'est du vrai bonheur en montage parce que j'ai aussi monté le film. Oui, sûrement. Et donc, oui, et Étant voilà. vous-même Donc, monteuse, oui, vous avez l'expérience qu'il faut. En c'est tout une cas, belle zone pour moi, il n'y a pas de problème, là. ouais, Oui. Et puis voilà, donc Catherine est extraordinaire. Alors, ouais. la musique, les images, la famille de Solène. Bon, alors c'est à voir, bien sûr, ce film qui va évidemment avoir une vie dans les festivals avant. On pourra voir peut-être à Radio-Canada Oui, à un moment donné, hein, c'est ça, à la télé. Peut-être pas oui, Radio-Canada. Est-ce que vous m'avez dit Radio-Canada? oui, Oui, c'est ça. éventuellement Bon. Radio-Canada, Alors, oui. Solène Démétré, merci beaucoup d'avoir été là. Annie Leclerc, ça a été un plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en et je suis de tout cœur avec vous. Et je salue Merci votre famille. énormément. Merci bien. Alors, Les eaux calmes à voir éventuellement. Sinon, à lire, hein, Plonge avec moi de Claire Cook. Merci et on se retrouve, nous, de l'autre côté de la pause dans un instant. Vous écoutez Aime l'été. Deuxième moitié d'heure à Aime l'été, on reçoit Alain Brunet. Alain Brunet, vous êtes le chroniqueur que l'on connaît tous à la presse. Évidemment, vous êtes un auteur. Vous avez écrit La misère des niches, hein, d'ailleurs, que vous avez lu ici même à Canal M. Oui, absolument. Bonjour, Chantal. Bonjour. On se dit vous, là, parce que je sais pas. On va y aller comme ça. Faisons-le comme ça. Alors donc, oui, effectivement, il y a quelques années, juste après la parution de mon livre, on m'a proposé d'en faire une version audio et je l'ai enregistré ici pendant quelques jours. C'était une expérience enrichissante Ouais. de lecteur que je n'étais pas. Mais non, ça donne évidemment une couleur différente quand c'est l'auteur. Oui, j'imagine. Je suppose que ce ne sont pas tous les auteurs qui lisent leurs livres, Ouais. mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Au début, c'était un défi. Après ça, c'est devenu un plaisir. Parce que d'autant plus qu'on vous a tellement entendu à la radio Ouais. comme chroniqueur, donc on connaissait bien votre voix. Ensuite de ça, c'est vrai que ça aurait été bizarre de prêter, en fait, de faire lire par quelqu'un d'autre parce qu'on connaît trop votre voix finalement. Ouais, si Pour j'avais les gens eu une qui- mauvaise voix ou je n'avais pas eu d'expérience audiovisuelle dans les médias, on aurait probablement suggéré quelqu'un d'autre, mais étant donné les raisons que Étant vous donné avez vous le faites mentionnées. bien, vous le faites bien. Alors, et puis ensuite, évidemment, la presse, hein, pendant des années. Oui, la presse c'est fini depuis la fin 2018. Enfin, j'ai continué à collaborer pendant 2019, année pendant laquelle j'ai monté le projet
dont on parle aujourd'hui. Dont on parle aujourd'hui, Panem 360. Alors ça, c'est une plateforme numérique. Oui, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la presse, là, ça a duré quand même, quoi? 35 ans. 35 ans? Oh là là, ben, je voulais pas vous vieillir, mon Ben, cher. écoutez, j'ai l'âge que j'ai, je l'assume. OK, on l'assume. J'en ai 66, si vous voulez. Mais, soyons précis. En fait, vous êtes sans doute le plus polyvalent des journalistes dans le domaine, en fait. C'est-à-dire que vous avez touché à tout, vous connaissez tout. Je connais pas tout, mais j'ai touché presque. à tout. Ben, évidemment, à force de poursuivre cette voie, c'est-à-dire une voie horizontale plutôt que verticale, c'est-à-dire de... Bon, écoutez, j'ai suivi mon âge aussi. Au début, j'étais plus pop. Je me suis intéressé aux nouvelles tendances toute ma vie. Et progressivement, j'ai écouté des musiques plus difficiles d'accès, la musique contemporaine, la musique classique, les musiques électroniques plus complexes, électroacoustiques, etc. Donc, je me suis toujours intéressé à la fois aux musiques populaires et aux musiques, entre guillemets, plus exigeantes pour le mélomane moyen. Mais moi, évidemment, j'aime tout. Je pense qu'il y a des qualités dans tout. Ce ne sont pas les mêmes. Si les gens de la musique classique croient que la musique classique est supérieure aux formes populaires, je suis en profond désaccord. Et les gens qui méprisent la musique classique parce qu'ils trouvent ça plate du côté populaire, je suis aussi en profond désaccord. Ouais. Je pense que chaque tendance musicale, chaque tradition a ses propriétés propres. Il faut vraiment y plonger et apprécier. C'est ça, parce que, bon, on parlait, bien sûr, le cliché, là, de dire, ben oui, la musique classique, c'était la musique populaire de son époque, enfin, en quelque sorte. Mais si c'était la musique des rois, oui. Mais en même temps, ça s'inspirait de la musique populaire. Oui. Tous les compositeurs, depuis le baroque, se sont toujours inspirés des musiques populaires, des danses villageoises. Je sais pas, dans la musique moderne, Bartók s'inspirait des rythmes traditionnels bulgares, par exemple. Donc, ça a toujours été. Il y a toujours des influences, ça bouge continuellement. Ah oui. Mais juste peut-être une petite parenthèse, là. On parlait de votre livre, La misère des niches, là. Bon, c'est sûr que ça s'est sorti en 2018. Printemps 2018. Ouais, c'est ça. Alors, bon, depuis, vous vous inquiétiez, bon, évidemment, par rapport à toute l'évolution du numérique, la perte, évidemment, les auteurs-compositeurs, là, finalement, qui, avec les plateformes, là, qui ne gagnaient plus leur vie ou à peu près plus, enfin, de façon de parler. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et c'est toujours le cas parce que, finalement, oui, on a dit que ça a été... il y a eu une croissance à la fois, mais ça allait dans les poches, au fond, des mégastars. Ce que je disais il y a à peu près 5 ans, c'était vraiment ça, et c'est toujours le cas dans la mesure où tout ce qui pouvait rapporter en dividendes de propriété intellectuelle à l'auteur-compositeur moyen ou au compositeur ou au parolier, enfin, tous les gens qui font de la création, soit en chanson ou en musique, et dans le reste des produits culturels, eh bien, une grosse partie a été retirée des poches des créateurs pour finalement aller complètement à l'encontre de la promesse initiale de l'Internet. Voilà. C'est-à-dire de démocratiser, d'ouvrir, de créer un nouveau marché pour tout le monde et non pas strictement à la super pop ou aux gens qui sont déjà très établis dans le show business ou dans le monde de la musique classique. Lorsqu'on atteint le circuit, lorsqu'on obtient un poste prestigieux dans un orchestre symphonique ou on devient un soliste international, on fait forcément beaucoup d'argent. Si on est un musicien de l'Orchestre symphonique de Montréal, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais on fait un salaire très décent et tout à fait acceptable comparativement au salaire de la plupart de leurs collègues. Alors donc, ça, c'est vraiment une nouvelle réalité. C'est-à-dire que très, très peu d'élus, beaucoup plus d'appelés qu'avant. Il y a beaucoup plus de musiciens, musiciennes, de créateurs, créatrices qui font des choses extraordinaires. Il y a beaucoup plus d'offres, mais il n'y a pas plus de canaux pour les monétiser et pour leur donner un revenu intéressant. Alors donc, ça reste comme ça en ce moment. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé Panem 360 en 2020. On a commencé en 2019, en janvier 2019, à le faire, à le préparer. 1 an plus tard, on était en ligne et nous sommes en 2024 et ça continue, mais c'est pas facile, mais on a beaucoup de progrès par contre. Mais c'est ça, vous avez le même problème, c'est-à-dire qu'au départ, on y allait avec abonnement, si on veut, d'une partie, du moins, du contenu, et maintenant, vous l'offrez gratuitement. Donc là aussi, vous avez les mêmes défis que finalement que les artistes eux-mêmes. Oui, au début, on a pensé qu'un
mur payant, ça c'était juste à l'époque Trump, enfin on est dans une nouvelle époque Trump, mais à l'époque où il était président des États-Unis, etc., il y avait vraiment une déperdition de l'information. Alors on a cru à la fin de la décennie précédente qu'il valait mieux créer un mur payant, créer une communauté autonome qui paierait finalement les frais fixes et les honoraires des producteurs, des créateurs de contenu. Mais on s'est trompé d'une certaine façon dans la mesure où créer un mur payant lorsqu'on est une petite organisation, un petit site Internet qui rejoint des milliers de personnes et non pas des millions, c'était extrêmement difficile à maintenir parce que le défi technique quotidien est beaucoup plus considérable qu'on ne le croyait. Évidemment. Alors, si vous voulez vendre un produit culturel ou un produit d'information comme le New York Times ou le Devoir, par exemple, ben, il faut vraiment un lectorat ou des usagers extrêmement motivés qui croient en une marque qui est vraiment bien implantée. Une nouvelle marque modeste économiquement n'a aucune chance de créer un mur payant. Mais ça nous a pris à peu près 2 ans pour s'en rendre compte, pour nous en rendre compte. Et on a finalement accepté de délaisser le mur payant. Et depuis ce temps-là, on a créé un modèle gratuit, absolument gratuit, qui ne nécessite pas d'abonnement. Mais bien sûr, on compte sur nos usagers, nos usagères pour nous financer. Mais grosso modo, l'argent vient plus de nos partenaires de l'écosystème musical pour l'instant et très peu d'argent public. Oui, parce que, bon, vous aviez, Alain Brunet, votre notoriété, bien sûr, mais bon, vous devez faire affaire avec des collaborateurs, que, bon, ces gens-là doivent aussi alimenter votre site. Alors, il y a des coûts. Vous êtes à la Société des arts technologiques aussi. En fait, vous avez un petit On était là au départ, mais on n'est plus là depuis longtemps. Vous n'êtes plus là, OK, d'accord. Pendant la pandémie, évidemment, tout le monde est parti de la SAT. Et à un moment donné, on a vu que les équipes ont changé à travers tous ces bouleversements-là. Et nous avons décidé d'aller ailleurs. On a été au studio de Rouen pendant un moment. Et finalement, on est en plein centre-ville de Montréal, au coin de René-Lévesque et Saint-Timothée. OK. Mais en fait, alors parlons de cette plateforme qui, bon, d'abord, vous êtes partout, hein, vous êtes dans tous les festivals. Là, ben, c'est Mutech. Là, c'est Mutech. La semaine passée, c'était la Virée Classique. Oui. Pendant la Virée Classique, on a produit 26 contenus. C'est pas rien. Alors donc, il n'y a aucun média traditionnel qui fait ça. Non. Il n'y a aucune radio qui fait ça. Il n'y a aucune... En fait, personne fait ça. C'est-à-dire que témoigner de l'activité culturelle très intense et diversifiée de tous les milieux de la musique... c'est très, très difficile d'en être témoin lorsqu'on est un auditeur ou n'importe qui, un citoyen normal. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres, on ne sait plus où aller. Alors donc, on est là pour justement aider les gens à aiguiller leur propre goût. On aime ça, mais on peut découvrir toutes sortes de choses. Et ce qui est très différent des algorithmes de référencement de Spotify, etc., entre eux et nous, c'est que nous, c'est un référencement organique, expert, humain. Et là, à partir de là, il y a un lien de confiance qu'on doit établir entre les 35 quelques collaborateurs, collaboratrices de notre plateforme qui sont tous et toutes des experts, expertes et le public. Et donc, petit à petit, on a réussi à le faire, mais encore là, on bénéficie de très, très, très modestes moyens financiers et on arrive quand même à répartir nos revenus équitablement avec le peu de revenus qu'on fait, on le partage et on réinvestit évidemment dans le produit lui-même et on paie nos frais fixes. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais en tout cas, on invite les gens à aller sur votre site de toute façon. Puis enfin, vous allez, si vous, le moindrement qu'on devient accro, ben je veux dire, je pense que ça vaut la peine, oui, d'encourager et peut-être de faire notre part de ce côté-là pour vous soutenir. Oui, on n'a pas encore lancé nos opérations de sociofinancement. Ce qu'on a fait plutôt dans les 2 dernières années, c'est de consolider nos partenariats culturels. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous allez sur le site www.panem360.com, vous allez voir que la plupart des publicités, l'entièreté des publicités, ça vient du milieu de la musique. Que ce soit l'Orchestre symphonique de Montréal, que ce soit le Festival Mutech ou la Virée Classique de l'OSM ou encore les disques Simon Records ou les disques Analecta ou
encore les disques Atma Classique, surtout, qui est un très gros partenaire. Tout à fait, parce qu'ils en produisent des albums. Voilà, et c'est le plus gros producteur indépendant de musique classique au Québec, sinon au Canada en ce moment. Donc, c'est un partenaire privilégié. Donc, on avait peut-être une quinzaine ou une dizaine de partenaires il y a 2 ans, mais là, on en a 55. Alors, c'est ça qui nous fait vivre. Alors, sans les partenariats de l'écosystème musical, on n'existe pas. Non. Et évidemment, éventuellement, sans le partenariat de Panem avec son public, on n'existera pas non plus. Là, on va revenir à la charge au cours des mois qui viennent pour essayer de solliciter nos usagers, nos usagères à faire... à nous aider, en fait. Absolument. Puis, en fait, vous offrez quand même un produit d'une grande qualité et, en fait, pas niché nécessairement parce que ça va dans toutes les directions. On n'est pas puriste. Exactement. On est des experts, mais on n'est pas des puristes. On aime la musique pop, on aime le hip-hop, on aime la musique électronique qui se danse, puis on aime la musique électronique qui demande une plus grande prise de tête, entre guillemets. Oui. On aime la musique pop aussi instrumentale, puis on aime la musique populaire, la musique classique plus complexe ou la musique contemporaine plus complexe. La complexité ou la légèreté, ça n'a aucune importance. C'est la qualité et l'inspiration qui comptent. Ouais. Le reste, on s'en fout. Alors, ça peut être aussi bien, évidemment, des critiques d'albums. Ça peut être aussi bien, il y a quand même des extraits d'entrevues. Oui. Il y a plein de choses sur le site. On a beaucoup plus d'interviews vidéo, par exemple, en ce moment. À peu près 80% de nos interviews sont en visioconférence ou encore sur place. On enregistre avec des technologies de brousse, mais on arrive quand même à faire un produit assez professionnel quand même. Mais oui, puis c'est intéressant parce que l'important, c'est le contenu, finalement. Oui, le contenu, mais quand même, le contenu est important. On essaie de faire de notre mieux avec le peu qu'on a. Et évidemment... toutes nos critiques, nos analyses, nos comptes rendus sont écrits. Alors, on essaie de trouver un équilibre entre l'audiovisuel et l'écrit. Évidemment, l'audiovisuel, par les temps qui courent, a beaucoup plus d'impact que l'écrit, hélas, mais il faut vivre avec cette réalité-là, il faut l'accepter et donc trouver le moyen de faire fructifier notre expertise, de la rendre plus contagieuse par tous les moyens qu'on a. Oui, il y a l'agenda également. On peut avoir tout l'agenda musical. Enfin, de nos partenaires surtout. Oui, c'est ça. Et aussi du reste de l'actualité, mais c'est essentiellement axé sur nos partenaires. C'est comme une forme de semi-publicité, entre guillemets. Mais écoutez, on travaille avec l'écosystème de la musique. On est plus proche des artistes que de l'entreprise médiatique. Ouais. On est beaucoup plus bienveillant, mais en même temps, on se réserve le droit de dire ce qu'on a à dire. On est des experts. Si on assiste à une performance de l'artiste d'un partenaire qui est pourri, mais on ne dira pas que c'est bon. Donc, on est capable d'avoir le ton. Enfin, c'est un peu un art d'avoir un ton bienveillant et critique en même temps. C'est ce que j'ai développé toute ma vie à la presse lorsque je parlais d'artistes populaires. Mais il faut toujours se mettre dans la même idée. C'est comme si on va dans une fête familiale et on parle de nos goûts à quelqu'un qui est proche dans les liens familiaux, mais en même temps qui n'a pas les mêmes goûts que nous, qui n'a pas la même éducation musicale, etc. Est-ce qu'on va l'insulter parce qu'il aime quelque chose qu'on va trouver un peu quétaine, entre guillemets? Non. On va être bienveillant, on va être poli et courtois, et c'est ce qu'on fait exactement avec Panem 360. En tout cas, vous le faites très bien, et puis c'est ça, il y a plein de choses à découvrir sur votre site, alors on en apprend énormément. Merci. Et puis alors, comme on dit, autant des vidéos, on vous dit quoi voir aussi en vidéo, plein de choses comme ça. Oui, de plus en plus de vidéos aussi. Alors, bon, écoutez, d'abord, est-ce que c'est vrai ça que vous aviez accordé une entrevue à Marc Cassivi par rapport au fait que à partir d'un certain âge, les gens n'écoutent plus de musique nouvelle ou enfin gardent toujours... C'est vrai, mais effectivement, c'est une donnée objective. La musique de sa jeunesse. C'est une donnée objective. Il y a plein d'études qui démontrent que la majorité absolue des êtres humains reste pris un peu dans ses goûts culturels de son adolescence et le début de l'âge adulte. Après ça, ça se stabilise à cause de la famille, à cause de l'emploi, etc. Et malheureusement, dans le contexte de la musique, contrairement au cinéma ou la littérature, on pense que la musique, c'est un phénomène de notre jeunesse, ce qui est complètement faux en ce qui me concerne. Moi, je peux vous parler de hip-hop. J'ai 66 ans, puis je vais vous parler des meilleurs artistes hip-hop d'aujourd'hui. C'est pas parce que je veux faire du jeunisme, c'est pas parce que je veux faire... mais parce qu'on évolue aussi en même temps. On reste pas figé dans le temps. Exactement. Lorsqu'on découvre un jeune auteur, mettons Kevin Lambert, Kevin Lambert, c'est un jeune pour moi. Est-ce que je me pose des questions sur son âge? Alors, il
est trop jeune, mais ça ne m'intéressera pas parce qu'il est trop jeune. Voyons, c'est la même chose en musique. On va découvrir des jeunes artistes talentueux et le talent, l'inspiration, ça n'a aucun rapport avec l'âge. Tout à fait. Panem 360, Panem pour Panorama. Panoramique, Panorama, M pour Musique Montréal voilà. Et 360 pour, évidemment, le 360 degrés, le tour d'horizon. Eh bien, tout ça, oui. Alors, merci Alain Brunet, ça a été un plaisir. Tout le plaisir pour moi, Chantal. Au revoir. Au revoir. Et c'est le temps d'accueillir Catherine Bourderon, et oui, chroniqueuse et recherchiste ici même à Canal M, avec qui on a parlé d'amitié, la semaine dernière. Oui, c'est ça, j'allais dire la semaine prochaine. Non, c'est la semaine dernière qu'on a parlé d'amitié. Et cette fois, on va parler de solitude. Mais juste un petit mot parce que Alain Brunet, qui vient de nous quitter, on parlait de Panem 360, une plateforme numérique à visiter assurément. Mais on disait hors d'onde, justement, que c'était vraiment très populaire aussi à l'extérieur du Canada. Et c'est bilingue aussi. Oui, c'est bilingue. C'est partout, les gens, les Européens visitent ce site. Alors, Panem 360. Parlons de solitude, ma chère. Bon, parlons de solitude, l'amitié, la solitude. Il me semble que c'est des sujets... c'est connexe, non? Réfléchis et spirituels, Chantal. Oui, pour pallier à la solitude, ayons des amitiés. Non? Et écouter de la musique. Oui, en plus. Oh là là. Mais c'est que... J'ai lu un livre de Louise Portal. Louise Portal, qui est bien connue du petit écran. C'est une artiste avec plusieurs dons, écrivaine, chanteuse, actrice. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est sorti en février 2019. Je l'avais lu, je l'ai relu. C'est un livre qui est sorti aux éditions Druide. Seules ces femmes que j'aime. Donc, dans cet ouvrage, elle s'est inspirée des femmes qu'elle a connues et elle aimait. Donc, elle brosse un portrait de 15 femmes... C'est très bien écrit. Elle écrit très bien, Louise Portal, là, quand même. C'est une poète, ça, il faut le dire. C'est venu me chercher. C'est vraiment une autrice. C'est venu me chercher et j'ai pleuré quelques fois. Ouais. Pleurer parce que c'était tellement beau. Elle écrit « Chère femme que j'aime, je remercie la vie de vous avoir placée sur ma route. Votre solitude, vous l'avez partagée avec générosité et créativité. Chacune de vous, vous m'avez enseigné qu'on ne grandit pas seul. Je vous aime. » Donc, cette lecture m'a beaucoup fait cogiter sur la solitude au féminin. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une chronique à la radio sur les femmes seules. L'autrice a eu d'ailleurs cette réflexion, la même que la mienne, sauf qu'elle a écrit un livre. C'est qu'elle a écrit ce livre-là à l'âge de 65 ans comme une forme de prise de conscience. Mm-hmm. Elle a réfléchi donc à la solitude. Et j'ai lu ce livre et à l'intérieur de cette chronique, j'ai voulu aussi intégrer quelques enjeux de société, dont c'est quoi être veuve, c'est quoi être seule, une femme seule en résidence, et aussi la précarité des femmes seules. Oui, alors, ça vient avec mesdames, souvent, oui. Cette chronique s'adresse à vous, mais messieurs, écoutez-la aussi.
Oui, bien sûr. Non, c'est important d'en prendre conscience, surtout avec le vieillissement de la population. Bien sûr, la précarité, elle est encore plus présente, évidemment. Alors, d'abord, juste vous dire que c'est ça, l'autrice, quand même, Louise Portal, elle brosse en tout 15 portraits de femmes. On en reparlera, mais je te laisse continuer. C'est ça, il y a quelques données qui sont sorties sur la précarité des femmes. C'est que être une femme aînée au Québec signifie encore vivre avec moins de revenus que les hommes, agir comme une proche aidante et vivre seule dans un logement privé. Les inégalités qu'ont connues les femmes tout au long de leur vie ne disparaissent pas au moment de la retraite, bien au contraire. Et donc, ça, c'est une étude menée à l'Observatoire québécois des inégalités qui ont comme fait une synthèse sur les connaissances. D'abord, souvent, les femmes ont gagné moins cher que les hommes. En plus, elles n'ont pas nécessairement eu accès à un fonds de pension. Il y a plein de choses. Et puis, elles n'ont pas pu mettre, évidemment, de l'épargne. Toujours les femmes monoparentales. Enfin, tout l'épargne est allé souvent aux enfants. Oui, et puis, il faut se le dire, excusez-moi, là, mais les hommes, en moyenne... gagnent beaucoup plus que les femmes. Mais c'est ça. Souvent accèdent à des positions de pouvoir. C'est ça, elles ont moins de ressources. Surtout pour les femmes d'une certaine génération. Là, on parle à des femmes aînées qui, c'est ça, disposent souvent de moins de revenus que... Oui, c'est ça, parce qu'il est question d'une femme qui s'appelle Romance dans ce livre-là. Romance qui est dans une résidence de personnes âgées. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi être une femme aînée au Québec en 2024? D'autant plus que les résidences, on sait que les résidences, ça coûte cher, c'est pas donné. Ça coûte cher. Et puis, bon, alors, un revenu par année d'une femme aînée, c'est de 21 000 $ par année. Donc, les hommes bénéficient 10 000 $ de plus par année. Donc, ça, c'est toujours dans l'étude que je viens de vous donner. Donc, c'est un peu triste parce que se loger pour les femmes aînées signifie souvent d'être seule et d'avoir moins de revenus. Et à 85 ans, près de la moitié des femmes vivent seules, probablement en raison de leur espérance de vie plus longue que celle des hommes. Donc ça m'a touchée, ça m'a interpellée parce que moi, je suis régulièrement en interaction avec mon père qui est dans une résidence et je vous dirais que c'est le seul homme. Souvent, j'arrive là le vendredi soir pour lui rendre visite. C'est que des femmes. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et puis tout le monde dit tout le monde le courtise, le flirte, mais d'une manière très subtile. Oui. Mais il est vraiment l'homme parmi toutes ces femmes. Et je me suis dit, mais c'est quand même triste, toutes ces femmes-là, seules, ensemble. Ouais. Et puis, j'ai parlé aussi... Par contre, il y a l'autre partie de la médaille, c'est-à-dire que, bien sûr qu'en résidence, elles ont quand même la chance de socialiser davantage, de se faire des copines. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais alors, continue, oui. Oui, il y a quelque chose aussi qui m'intéressait, c'est que dans ce livre-là, on parle de c'est quoi être veuve. Donc, il y en a une ça fait 8 ans qu'elle est veuve, Laurence. Elle continue, c'est celle qui dit, Laurence continue de vivre selon son essence. Le deuil a simplement pris sa place dans les replis de son âme qui invite à la confiance. C'est une grande poète, Madame Portal. Et c'est ça, selon un article que j'ai lu, les Nations Unies ont mis à leur agenda une journée internationale des veuves. C'est vrai? Soit le 23 juin. Oui. Soit le 23 juin. Alors, c'est passé. Une veuve sur 10. C'est déjà passé. Non, mais c'est bien. Une veuve sur 10... il y a une veuve sur 10 dans le monde qui vit dans l'extrême pauvreté. D'ailleurs, vous avez quelques chiffres là-dessus. Bien, effectivement, puis c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que selon les pays, aussi, il y a des différences importantes à considérer. Là. Il y a des disparités importantes selon les pays aussi. Il y a des conflits, c'est ça, les femmes... Et culturellement parlant aussi, les femmes qui sont veuves dans certains pays sont davantage ostracisées, si on veut. C'est ça. Quand elles sont seules et veuves, là, surtout, oui.
Lorsque leur mari décède, les femmes peuvent rencontrer des difficultés d'accès aux comptes bancaires, aux retraites à payer, aux soins, subvenir à leurs besoins. En Afrique et en Asie, les veuves se retrouvent victimes de violences physiques et mentales, des abus sexuels liés à des litiges, à des successions, à la propriété. Donc, c'est vraiment pas drôle d'être veuve dans tous ces pays. Et Louise Portal, dans son livre, parle de solitude, mais aussi de cette situation qui est particulière. Bon, le fait d'être veuve, c'est pas rien. Toi-même, tu as vécu le deuil de ton mari. Oui. Alors, ça fait partie, oui. Le deuil de mon mari, c'est ça. C'est ça. C'est que même si j'avais 52 ans lorsque mon mari est décédé, être veuve, c'est une réalité complètement différente que d'être seule ou divorcée. C'est-à-dire que ta vie s'effondre et s'effondre parce que tu es toujours dépendant d'une autre personne. Puis moi, ça a été un très grand amour. Donc, c'est apprendre à devenir autonome. En conclusion, parce que je sais que le temps avance, ce qui m'a interpellée aussi, c'est selon Statistique Canada, en 2001, il y avait 15% des Québécois qui habitaient seuls, une proportion qui est passée à 19% en 2021. Donc, ça place le Québec en premier rang au Canada des gens seuls. Et en Ontario, il y a juste 12% de la population qui vit seule. Donc, il faudrait faire attention aux hommes, aux femmes seules, aux veuves. Pensez au 23 juin. C'est que cette catégorie des gens sont plus vulnérables et ça serait intéressant, lorsqu'on a une interaction avec des gens, voir un peu comment ils font face à l'adversité. Et être seul, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Parole de veuve. Voilà. Catherine Bourderon. Et en attendant, on peut relire, bien sûr, Louise Portal, Seules ces femmes que j'aime. Merci, Catherine. Merci. Un plaisir. Chantal, au plaisir, bye-bye. Et nous, on se retrouve demain, même heure, entre midi et 13h à Aime l'été. On a aussi une belle discussion demain qui s'en vient avec Marjorie Théodore, notamment, et Catherine Adams, de Mémoire métissée, ce documentaire là, qu'elle a présenté à Cannes, notamment. Alors, au revoir, passez un bon après-midi et à demain. Plaisir.